Et salut à tous et bienvenue sur ce 14e épisode de The Trick Play, partie 2 du Combine. Et cette fois-ci, on va passer, après l'offense, on va passer à la defense. Et on va vite démarrer. Alors ce soir, je suis en compagnie d'Augustin de Notre-Dame, de Robin d'Oregon et de Valentin d'Olmis. On n'est que 4, mais ça suffira bien parce qu'on est on a tous essayé de faire en sorte de regarder ce Combine et de se rattraper au maximum pour ceux qui n'ont pas pu tout voir. On va démarrer avec les tops et les flops de la D-line. Et en top de la D-line, nous avons Neville Gallimore. Neville Gallimore qui nous vient d'Oklahoma. Vous les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation, surtout que Neville Gallimore était annoncé à peu près deuxième tour et maintenant ça en parle à la fin du premier quasiment. Donc pour vous, est-ce que ça pourrait lui permettre justement d'obtenir, on va dire, un meilleur contrat en signant, en partant dès le premier jour en NFL? Moi, Neville Gallimore, j'ai bien aimé son combine. En soi, il a montré que c'était un top 5, top 5, ouais. J'allais le mettre dans le top 3, mais je pense quand même top 5. C'était un top 5 D-lineman et surtout potentiellement, en fait, il y a quand même pas mal de besoins dans des équipes NFL en fin de draft. Je pense particulièrement aux Patriots ou à des équipes comme les Ravens, par exemple, qui aimeraient bien rajouter un D-lineman. Et donc, pourquoi pas Neville Gallimore dans cette équipe, dans ces équipes-là. Bon combine en soi et c'était une bonne performance pour lui, je pense. Et Neville Gallimore qui représente aussi la défense d'Oklahoma qui a un peu pêché en fin de saison, hein, notamment en demi-finale. On disait que les tauliers c'était vraiment lui et Kenneth Murray, et finalement on a remarqué que tout au long de la saison, la défense avait quand même été un point faible à Oklahoma. Donc je pense que c'est bien, ça lui servira aussi ce combine et que ça lui a été bénéfique, comme ça aurait pu ne pas l'être. C'était un pari et c'est bien joué à lui. On va passer au flop Et en soi, D-line. Ouais. juste pour finir, il est, comment dire, au moins lui, il a participé et il y a beaucoup de D-linemen qui participent pas au combine pour X ou Y raison et on peut quand même lui dire que c'est pas, enfin, dire que c'est pas mal qu'il ait participé aussi sur le coup puisque il aurait pu ne pas le faire en fait. Et pour les flops, on s'est tous mis d'accord, c'était le flop, mais qui n'est pas un gros flop. C'était compliqué quand même de choisir et de le mettre, surtout ce jour-là, parce on l'apprécie en règle générale. C'est Eji Epenesa, l'edge rusher d'Iowa, qui n'a pas réalisé un combine impressionnant. En fait, on attendait plus de lui. On sait que c'est un monstre physique, hein, il est vraiment costaud, assez grand. Plutôt généreux et dans l'effort et assez rapide. Et puis là, en fait, il nous signe un mauvais temps au 40 yards dash. Et puis, il se rattrape un peu sur les exercices, sur les drills, mais très franchement, sans impressionner, quoi. Est-ce que vous pensez que c'était suffisant pour quelqu'un qui a annoncé comme le deuxième meilleur edge de cette draft après Chase Young? Euh, non, je pense que ça aura quand même assez peu d'impact sur lui parce que enfin, moi j'ai regardé ses matchs à Iowa et je suis certain qu'il va faire une belle carrière. Après, ouais, voilà, enfin, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est sur ses drills, il a été plutôt bon. Je le trouvais quand même assez mobile pour un mec de son poids, de son physique. Bon, après, c'est vrai, sur le 40 yards, il a fait un mauvais temps. Aussi, sur le développé couché, il a fait 17 répétitions. C'est autant que Jalen Rigor, le receveur de TCU. Et il y a aussi 10 tight ends qui ont fait autant de reps que lui. Donc voilà, genre, quelle est la raison? Est-ce qu'il a pris vraiment au sérieux ce combine ou il pouvait vraiment pas faire plus? Je trouve ça un peu bizarre. C'est plus c'est une déception sur le combine, mais je pense que ça va pas trop l'influer. Pour moi, il reste le deuxième edge rusher de la QV. Pour moi aussi. Et il a eu aussi un avantage, c'est que, comme on le disait dans l'avant-dernier épisode, Clavon Chaisson n'a pas participé au combine, tout simplement.
Et vraiment, la deuxième place, on va dire, du meilleur edge rusher de cette draft se joue entre Epenesa et Chason. Et donc, ça crée aussi de l'incertitude autour du cas de l'edge rusher d'LSU. Et ça permet tout de même à Epenesa de montrer que voilà, il a été présent au combine et il a voulu bien faire. Il a voulu montrer un peu ce qu'il savait faire, même si ça n'a pas été forcément une super réussite. Mais en tout cas, il était là et il a pu être observé, contrairement à Chason. Est-ce que vous pensez pas qu'il a perdu un petit peu de points par rapport à Yetur Gross Matos? Tu fais bien de soulever cette question sur Gross Matos, qui est quand même un des top edge de cette draft, qui était annoncé pendant une période top 25, on va dire, maintenant qui est un tout petit peu plus reculé. Et ouais, il a fait un combine plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon, il n'a pas couru, mais il a sauté en hauteur, en longueur. Il a fait partie des meilleurs, des meilleurs edge rushers et D-line à ce niveau-là. Je pense qu'il a gagné des points, ce qu'il fera partir de toute manière lors du premier jour de la draft. Après, est-ce que ça le fait passer au-dessus des Peneza? Sincèrement, pour moi, non. Au vu des saisons précédentes, il reste quand même au-dessus, et au vu des joueurs que c'est, voilà, comme on le disait hier, le combine ne définit pas tout, et si j'étais GM, en tout cas personnellement, je prendrais Ipenesa à la place de Gross Matos. Ouais, moi aussi. À vrai dire, si je pense, si les scouts NFL, ils préfèrent, ils vont choisir Epenesa avant Gross Matos, c'est parce que Gross Matos avec Penn State, il a été quand même assez régulier l'année dernière sur sur sa saison junior, je crois, ouais, c'est ça. Euh, c'est un gars, il a un talent fou, mais tu prends un risque en le draftant qu'il n'ait pas de rendement. Je pense au mec à l'edge rusher qui a été drafté par les Seahawks l'année dernière, qui était un peu le même type de joueur, euh, un gros potentiel, mais finalement c'est un bust. Voilà, donc je pense Gross Matos c'est dans la même configuration, soit ça boom, soit ça bust. Et c'est ce qu'on verra. Après, il y a des chances qui tombent. On en parle chez les Seahawks en général parce qu'ils ont besoin d'un edge rusher et que ça tomberait vers chez lui. Enfin, il serait encore sur le draft board au moment du choix des Seahawks. Ça dépend aussi si Javon Clooney reste ou non. Et on avait parlé d'un intérêt des Seahawks sur, euh, sur les defensive ends qui seront libres. Il me semble que Ngakwe des Jacksonville Jaguars, il intéresse les Seahawks et c'est ce que j'ai lu sur Twitter ce matin avec les comptes Seahawks France. Du coup, ouais, ça serait une belle petite D-line. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. J'ai vu comme toi, Ngakwe sur les radars. Ngakwe, bon, la situation, l'ancien de Maryland d'ailleurs, la situation est compliquée un peu chez les Jaguars. Ils veulent le franchise tag pour peut-être mieux l'échanger ou le conserver. Mais ouais, c'est vrai que ça ferait une belle doublette, une belle paire. Et même si c'est avec Jadeveon, voilà, en tout cas, dans tous les cas, ça serait pour remplacer, très probablement pour remplacer Ezekiel Ansah. L'ancien des Lions, qui a pas fait une énorme saison et qui a eu beaucoup de problèmes de blessures ces dernières saisons, malgré la bête qu'il était, qui a fait une énorme saison chez les Seahawks, quoi. Les gars, petite correction, je parlais du mec de Seattle qui a fait une très mauvaise saison, qui a bust. Il s'agissait du DN de TCU, LG Collier. Ouais, Voilà. ouais, exact. LG Collier, premier tour l'année dernière, sélectionné 29e très tour. très gros reach. Hein. C'était un très très gros reach, ouais. Très Ouais. très gros reach. Et puis et c'est vrai qu'après on verra. Les Seahawks, on a quelques fans sur Twitter qui sont passionnés, qui vous le diront mieux que nous, mais c'est vrai que concernant la situation des Seahawks, il y a toujours eu, ces dernières saisons en tout cas, il y a toujours eu des gros paris au premier tour. Hein. C'était le running back de San Diego State, j'ai son nom qui m'est sorti de la tête, mais qui était sélectionné au premier tour l'année d'avant. C'est Rashad Pareil. Penny. Ouais, C'est Rashad Rashad Penny, Penny exactement. Ouais. qui a pas joué les derniers matchs de cette saison puisqu'il était ligament croisé.
ligament croisé, puis Chris Carson qui, franchement, fait dans tous les cas du meilleur boulot en tant que running back. Donc on verra, mais c'est vrai que Gross Matos, c'est une des destinations potentielles chez lui. Et aussi, on en parle chez les Ravens de Baltimore, parce que les Ravens vont sûrement perdre Matthew Judon en defensive end, et Matthew Judon Gross Matos qui vient de Penn State. Et c'est vrai que Penn State est quand même plutôt proche de Baltimore si on prend un niveau géographique des États-Unis. Même si ça reste assez loin tout de même. Mais voilà, ça reste. Je pense que ça serait intelligent en tout cas. Et puis ce joueur passera pas le premier jour de la draft, ça c'est sûr. En tout cas, ouais, comme tu le soulignais, Valentin, c'est vrai qu'il a fait un bon combine et c'est tout en son honneur. On va passer au. Il faut surtout passer au pic préféré de Guillaume de Florida Gators, Zuniga. C'est vrai qu'il est pas là aujourd'hui, mais il nous avait demandé d'en parler. Le combine de Zuniga, plutôt pas mal, moi j'ai trouvé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Moi, Zuniga, ouais, j'ai vu un peu ce qu'il a fait. Franchement, ouais, il a gagné des points. Il a gagné des points. Je pense qu'il peut remonter sur un 3e ou 4e tour. Il a toujours été annoncé comme un edge rusher en dessous des radars, quoi. Voilà, pourquoi pas. Je pense que l'équipe qui l'utilisera bien ou qui l'utilisera bien dans sa rotation fera une bonne affaire, en tout cas en le draftant. Et il l'a prouvé lors du combine, et il a prouvé que l'équipe de Florida, que chez Florida, il n'y a pas que Jonathan Greenard qui se présente à cette draft sur la D-line, et qui est un autre joueur, et que c'est lui-même, que c'est Jabari Zuniga, quoi. Après, Zuniga est connu pour ses qualités physiques, même techniques, mais vraiment ce qu'il a stoppé et fait un peu descendre dans les boards, c'est ses blessures, quoi. Il a passé quasiment toute la saison blessé. Je crois que l'année dernière, c'était pareil, il me semble. Je suis pas sûr, mais pour cette saison, ouais, il a 80% de la saison, il était blessé. Il jouait un quart temps, il sortait. C'est plus ça, en fait, son vrai problème, que sa capacité physique ou technique ou son plafond. C'est vraiment les blessures. On va passer, alors là, on va parler d'un joueur assez particulier qui est Zach Bone de Wisconsin, parce que Zach Bone peut jouer sur la D-line comme au poste de linebacker. Il est assez hybride comme joueur, et il nous a livré plutôt un bon combine. J'ai bien aimé, hein. Un de ceux qui a fait le plus de bench press. Il a eu un bon temps au 40 yard dash avec 4,65. Pareil, dans tout ce qui est saut vertical, saut horizontal. C'était pas mal, ça reste des scores très corrects. Vous, est-ce que vous pensez que Zach Bone, ça peut être une bonne opportunité pour les équipes? Surtout, voilà, on peut le placer un peu où on veut sur la défense, sur une certaine zone défensive en tout cas. Il peut vraiment être hybride, rendre service à pas mal de postes, surtout, voilà, comme on sait, le nombre de blessés qu'il y a chaque année en NFL, et ceux dès la pré-saison. Moi, Ouais, j'ai beaucoup aimé, Zach Bone, son combine. Et comme tu le dis, la polyvalence qu'il a, et qui est edge rusher, du coup, vraiment linebacker, D-line, je pense qu'il va pouvoir fit dans beaucoup d'équipes. Et pour l'avoir vu jouer contre nous à Wisconsin, Oregon au Rose Bowl, il a fait un très très bon match. Et, moi, je pense qu'il va produire en NFL. Valentin, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? ouais, bah, je pense qu'il est dans la lignée un peu de tous les bons outside linebackers et D-line de Wisconsin. Faut oublier qu'il y a Chris Orr aussi cette année. Euh, je pense qu'il va produire et que ce sera un très 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 bon pick et peut-être un des picks les plus faciles à choisir en début de deuxième tour, voire peut-être même fin de premier tour. Je pense que fin de premier tour, c'est un peu rich pour Zach Bone, mais début de premier tour, c'est un très bon pick de début de deuxième tour. Un peu à la Darius Leonard, qui est pas dans le même poste, enfin, qui est linebacker, mais qui est pas D-line en même temps. Sauf que c'est un peu un linebacker qui a cette qualité-là de partir au début du deuxième tour sans problème, et qui soit pas trop un reach. Parce que je parlais de fin de premier tour, parce que j'ai vu que les Patriots étaient assez chauds dessus.
Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que je parlais de lui fin de premier tour. Bah après, s'il part début de deuxième tour, dans les 5 premiers pics, enfin, c'est pareil, hein. Ouais, donc C'est... clairement, c'est pareil. ouais. Mais c'est juste pas pareil pour le contrat. Après, après Oui, le CBA NFL va changer, mais là, pour vous dire un peu ce qui compte, en fait, tous les rookies draftés au premier tour, l'équipe a une option de prolonger le contrat du joueur pour une 5e année, alors que les autres rookies ont 4 ans sur leur contrat pour la plupart. Donc, c'est quelque chose que les équipes. C'est pour ça que, par exemple, les Ravens sont allés chercher Lamar Jackson avec le pick 31, comme ça, ils ont l'option de le prolonger une 5e année et qu'il reste, qu'il puisse pas prendre la free agency à sa 5e année. Donc, c'est pour ça que peut-être les Patriots, ils voudraient drafter Zach Bond, mais je savais pas. C'est une très bonne info. On va passer donc avec cette transition au top linebacker. Et le top du top niveau linebacker, c'est celui qui est d'ailleurs déclaré le meilleur de la draft, hein. Il n'a pas fauté sur ce combine, il a vraiment assuré son statut. C'est Isaiah Simons de Clemson. Simons qui a été numéro 1 en 40 yard dash avec un score de 4,39 secondes. On n'oublie pas que le record all-time combine, c'est 4,22. Donc ça va très vite pour quelques centièmes, pour 17 centièmes, sincèrement. Il a aussi été dans les meilleurs au niveau du vertical jump, au niveau du broad jump, donc le saut en longueur et le saut en hauteur et le saut en longueur. Vraiment, il a réussi son combine et ça fait plaisir. Je sais que toi, Augustin, tu as beaucoup d'affection pour ce joueur. On en a tous d'ailleurs et à mon avis, il passe pas le top 8 très clairement. Ouais, moi j'aime beaucoup, enfin ça me paraît même sûr qu'il passera pas, pas le top 8, mais en fait il a encore prouvé, il a encore accentué tout ce que les gens disaient de lui et tout ce que les fans NFL savent de lui. Euh, c'est que c'est un des joueurs les plus versatiles euh, que la draft n'ait jamais connu. Son 4,39 à la course, je pense que personne s'y attendait réellement. Il a fait il a couru plus vite que Jerry Jeudy, que plein de receveurs, que plein de mecs, dont Troy Pride Jr., notre cornerback à Notre-Dame qui avait prévu de courir en moins de 4,30. Il, il met encore tout le monde d'accord. Euh, voilà quoi, c'est un mec en NFL, dans son équipe, il va tout faire. Il pourra jouer cornerback, enfin bon, non, il jouera safety, linebacker, il pourra aller rusher sur le quarterback, il pourra tout faire. Et le combat, il va juste confirmer tout ça en fait. Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez, Ouais, et mais pour Pro le Bowl dès coup, cette année. oula, Pro Bowl de cette année, ça Ouais, dépendra de la mon défense dans laquelle. pronostic. Après, c'est vrai que tu as un bon dé en ce moment, mais ça dépendra de l'équipe dans laquelle il va être drafté pour voir le système défensif dans lequel il va évoluer et du poste au final où il va jouer, puisque pour le coup, désolé Clevon Chason, mais c'est lui le joueur le plus versatile de la draft, hein, on va pas se mentir. Mais pour moi, si jamais ils le mettent en safety ou en cornerback intérieur, eh ben, je sais pas s'il sera Pro Bowl, alors que s'ils le mettent en linebacker, pour moi, c'est vrai que Pro Bowl, ça peut passer. Euh, ouais, mais en tout cas, ce mec-là, sur les 10 prochaines années, ça va être un Pro Bowler, ou peut-être même enfin, c'est vrai qu'il a le calibre dans le futur, pas son année rookie selon moi, mais dans le futur, pour moi, il a le calibre de joueur défensif de l'année, par exemple. Et le deuxième linebacker vraiment qui a marqué beaucoup de points, c'est Willie Gay Jr. qui vient de Mississippi State. Willie Gay à l'époque qui était un 4 étoiles, le troisième outside linebacker sorti du lycée dans tout le pays en 2017 et qui était un All-American. Et donc il vient de l'université de Mississippi State, les Bulldogs, les amis de Valentin. Il a été le joueur le plus rapide, le deuxième joueur le plus rapide derrière Isaiah Simons, déjà au 40 yard dash avec 4,46 secondes, donc il y a 7 centièmes d'Isaiah Simons. Il a eu 21 bench press développé couché, ce qui n'est pas trop mal. Mais il est surtout connu pour ses capacités de couverture. Il n'est pas ultra grand, il fait 1,88 m, c'est pas super grand parfois pour un linebacker, mais en revanche,
Il a sauté quand même très très haut, 39,5 inches. Alors, je vous laisse faire la conversion parce que là, de tête, c'est compliqué. Et il a sauté aussi très très loin, avec 136 inches aussi. Je vous laisse faire la conversion d'eux-mêmes. Mais il a été, franchement, avec Isaiah Simons, ça a été clairement les deux meilleurs. Il a montré à quel point il pouvait être fort et il pouvait rendre service dans une équipe NFL. Petit bémol, et c'est ce qu'il a aussi desservi dans sa carrière universitaire, c'est qu'il a eu des problèmes en dehors du terrain. Et, bon, le combine lui permet ça lui permet toujours de remonter sa cote, mais est-ce que les GM NFL, et on sait comment ils sont quand il y a des problèmes quand il y a eu des problèmes en tout cas, est-ce que les GM NFL feront confiance pour le drafter plutôt haut, c'est-à-dire haut dans les 3-4 premiers tours, ou au contraire, malgré ses ultra performances lors de la draft, voilà, le laisser un peu chuter, mais sans bien sûr qu'il termine drafted, loin de là, mais est-ce qu'il pourrait être un des meilleurs linebackers de la draft, à votre avis? Honnêtement, je pense pas que ce soit un des top linebackers pour l'avoir vu jouer contre nous et pourtant il nous a fait très mal parce qu'il a beaucoup joué en QB spy sur John Rhys Plumlee qui est très très rapide. Donc ça prouve ses qualités athlétiques pendant le combine parce qu'il a été dessus, il a quasiment à lui seul stoppé notre défense, notre attaque au sol, pardon. Je pense que c'est plutôt un gars à aller chercher après le quatrième tour, qu'il faut essayer de développer un peu, mais de là à dire que ce sera peut-être un titulaire en NFL, je ne pense pas. Après, c'est un coup à tenter, mais pas non plus trop haut. Je pense qu'à partir du quatrième tour, on peut commencer à parler de lui. Vous êtes d'accord, les autres? Ouais, moi je pense. C'est un mec à développer. C'est un mec à développer. Et au-delà de ça, je pense que le comportement, comme tout à l'heure, t'en parlais, on remarque que de plus en plus, il tombe, mais il dégringole pas en fait. Et les gens, les scouts NFL et les GM, ils ont tendance à se dire, bah tant pis, on chope le joueur et on va l'éduquer, entre grosses guillemets évidemment. On va l'éduquer chez nous et il va arrêter d'avoir ces soucis de comportement. Donc c'est pas quelque chose qui est pour moi influe, à part si c'est vraiment un comportement inadmissible. Mais par exemple, on l'a vu avec Baker Mayfield, le gars, il y a une vidéo où il essaye de fuir de la police et pourtant il est pris numéro un. Je pense que les gens, les scouts NFL s'en foutent un peu. C'est ce qu'on verra. Après, même si, sincèrement, le traitement Mayfield avec d'autres types de joueurs, bon, après, là, on va pas rentrer dans des débats un peu inutiles. Je sais pas si ça serait le même, mais c'est vrai que, bon, il y a des joueurs qui ont eu des casseroles qui ont été pris sans aucun problème. Willie Gay, de toute manière, n'est pas annoncé sur le premier et le deuxième tour. Donc, dans tous les cas, c'est pas comme si c'était un énorme risque pour une franchise. C'est vrai, t'as raison là-dessus. On va passer au flop en linebacker, qui est aussi un linebacker assez hybride, qui fait edge en même temps, qui n'est autre que Michael Divinity de LSU, donc grand champion cette saison. Divinity, tout va bien. Il avait été suspendu pendant plusieurs matchs la saison d'avant. Ça a un peu ralenti son développement. Et puis cette saison, il a été assez titulaire. C'est un ancien 4 étoiles, 6e outside linebacker en 2016, troisième joueur sorti de Louisiane et qui est resté chez lui en Louisiane. Ça, faut pas l'oublier parce que parfois, tu as des joueurs qui se déracinent pas vraiment. Et une fois que tu les envoies ailleurs, c'est ou tout ou rien. Ou ça se passe très très bien, ou ça se passe très très mal. Et Michael Divinity, donc cette saison, c'est 22 tacles au total, donc 3 sacs et un forced fumble. C'était 5 sacs en 2018. Et pardonnez-moi, c'était cette année qu'il a été suspendu, c'est mea culpa. Je vais parler un peu trop vite, mais en tout cas, au niveau du combine, c'est des résultats, sincèrement, pas désastreux, mais presque. Parce qu'au bench press, au développé couché, c'est un des joueurs qu'on a fait le moins avec 14. Le pire au niveau chiffre, c'est 13. À la course, sur le 40 yard dash, pareil, c'est un des joueurs qui en a fait le moins avec 4,85. C'est le quatrième plus mauvais joueur. Le vertical jump, pareil, c'est le quatrième plus mauvais joueur. Et le broad jump, donc le saut en longueur, c'est pardonnez-moi, c'est le cinquième plus mauvais joueur. Voilà.
clairement, il n'a pas du tout offert de quoi se faire drafter réellement. S'il arrive à ne pas passer le 6e ou le 7e tour, je pense que c'est pas chanceux, mais voilà. C'est chanceux quand même. Est-ce que vous pensez que ce combine, ça lui a complètement plombé ses chances d'être drafté en NFL ou en tout cas, voilà, après, on sait qu'en est une drafted, c'est pas terminé. Hein, voilà, on peut être pris en essai chez des équipes sans problème. Mais est-ce que pour vous, c'est une chance de gâcher pour Divinity qui devait montrer quand même pas mal de choses cette saison après sa suspension et après tous les espoirs qui avaient été fondés sur lui, finalement, voilà, ça n'a pas été un des joueurs clés de la défense d'LSU. Je pense pas que ça soit une chance gâchée. En fait, j'ai en souvenir du match de 2017 au Citrus Bowl entre Notre-Dame et du coup, oui, et LSU, où il avait fait 15 plaquages, 2-5 pour perte et, un sac sur 11 matchs au total. Bon, c'est pas des belles stats, mais du coup, en fait, sur ce match, sur le Citrus Bowl, il nous avait vraiment fait mal. Et Dieu sait qu'à cette époque-là, Notre-Dame, on avait une super défense. Alors oui, ça sera jamais un. Je pense qu'il tombera au 6 ou au 7e tour, mais c'est le genre de joueur euh, qui aura un avenir, je pense, hein, qui peut avoir un avenir en NFL parce qu'il a le talent. Après, la pérennité dans la ligue ou, je sais pas moi, une place de starter ou un premier remplaçant, bah, ça va se faire sur d'autres critères. Le travail, son comportement et sur l'équipe, l'équipe qui va le drafter, quoi. Mais au niveau du talent, je suis quasi sûr qu'il peut faire un roster, voire même plus. Ah ouais, non, je suis clairement d'accord, moi. Ça fait la transition pour l'autre poste, c'est très bien. Et du coup, après Michael Divinity, on va passer au DB, tout simplement. Les defensive backs, il y en a un qui s'est particulièrement distingué, et c'est très dommage qu'il manque un de nos présentateurs ce soir. C'est très dommage qu'il manque Guillaume de Florida, parce que ce joueur, c'est CJ Anderson. CJ Anderson qui était qualifié comme étant un des 3 meilleurs cornerbacks de la draft. Hein. Il y a Jeffrey Okuda de Ohio State, on ne le présente plus, qui est complètement déclaré comme étant le meilleur. Mais derrière, ça se battait vraiment entre CJ Anderson et Christian Fulton. Et là, je pense qu'Anderson a fait l'unanimité. Il est à peu près il est au top dans quasiment tous les exercices auxquels il a participé. Hein. C'est le 3e DB le plus rapide avec 4,39 en vitesse. À noter que c'est comme Isaiah Simons qui est lui est linebacker. Mais aussi en bench press, en saut vertical, saut horizontal. Il a vraiment réalisé de très bons scores. Il est souvent dans le top 5. Hein. Et jamais trop loin de tout ça. Est-ce que pour vous, CJ Anderson, c'est vraiment une bonne affaire? Et on sait qu'il y a 2-3 équipes qui ont besoin de corner et qu'on aura besoin après que Jeffrey Okuda soit tombé. Et voilà, et il pourrait faire des bons feats. On dit souvent qu'il ferait des bons feats ou bien chez les Jaguars ou bien chez les Raiders. Est-ce que pour vous, il a prouvé que ça peut être un cornerback très très solide parce qu'on s'en souvient, hein, il est quand même descendu un peu dans les draft stocks durant la saison, puis remonté vers la fin. Vous, qu'est-ce que vous en dites de CJ? Alors, moi, j'ai regardé ses performances au combine et vraiment, vraiment pas mal. J'ai été surpris du temps qu'il ait fait. En fait, je l'imaginais faire moins. Et au-delà de ça, au-delà du combine, et qui fait que pour moi, il va remonter, c'est que ils ont vu au combine qu'il avait les attributs physiques. Et il a les attributs mentaux. À mon avis, il a vraiment, comme Guillaume le disait, Guillaume de Florida le disait hier, ce qui compte, c'est les interviews. Et ce gars-là, il joue jusqu'au dernier, jusqu'au coup de sifflet final, en fait. Et on le voit, par exemple, sur un jeu précis que, que Florida a partagé sur son Twitter, où on voit c'est contre Tennessee, le receveur ou le tight end, il est vraiment à deux doigts de marquer, il est tout seul, et il y a CJ Anderson qui vient courir depuis l'autre bout du terrain pour aller lui faire un fumble juste avant la end zone. Et c'est son esprit de combativité qui va le refaire remonter à la draft. Et du coup, je pense que ses interviews ont été plutôt pas mal, en fait.
Et c'est quelque chose que j'ai entendu aussi dans les médias, comme quoi il disait qu'il avait bien interviewé. Et donc, au-delà de ses capacités physiques qu'il a montrées au Combine, c'est aussi sa capacité intellectuelle qu'il a montrée dans les interviews. Donc, pour moi, il va remonter. Ah, tu vois, c'est justement ce qu'on leur reprochait un petit peu, c'était sa capacité à se battre du début à la fin et sa capacité à plaquer. Bon, après, ceux qui disent sa capacité à plaquer, je pense qu'ils ne regardent pas beaucoup de matchs de Florida. Mais au niveau de sa capacité à se battre du début à la fin, je pense que enfin, c'était propre à lui, en fait. Je pense pas qu'il va faire la même chose en NFL. Et effectivement, c'est sûrement de positionné comme le numéro 2, voire peut-être un, enfin non 2, pardon, des cornerbacks sur cette draft. Et à mon avis, les Cowboys vont pas le laisser passer. Et ouais, comme tu le dis, Valentin, les Cowboys qui ont besoin aussi d'un corner, comme voilà, Byron Jones va sûrement partir en free agency. Et c'est vrai que ce serait pas bête. On parlait beaucoup dans les mock drafts au début de Christian Fulton chez les Cowboys, mais je pense que là maintenant, Mike Carty va peut-être en tout cas avoir une autre idée en tête et en discuter avec le board. On va passer au deuxième DB qui a un peu réussi son combine. C'est Antoine Winfield Jr. qui était quasiment considéré comme troisième ou quatrième meilleur, troisième je dirais plutôt, meilleur safety à se présenter à cette draft et qui vient de Minnesota. Minnesota, on n'oublie pas qu'ils sortent une grosse saison quand même en Big Ten, qu'ils ont surpris pas mal de monde, qu'ils ont été très très bons et notamment solides défensivement et Winfield n'y est pas pour rien. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de son combine? Est-ce que vous pensez que Winfield, justement, ça peut être une bonne occasion? Parce qu'il y a des équipes qui ont besoin de safety aussi. Et moi, je parle aussi pour les Saints, parce que voilà, on a Von Bell qui part peut-être en free agency, notre safety, un de nos deux safety titulaires. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est une belle opportunité? Surtout que voilà, avant lui, il y aura Xavier McKinney qui va partir, il y aura Grandel Pitt. Mais ça veut dire que sur un deuxième tour, là, tu as une équipe, tu es là, tu as besoin d'un safety, tu te retrouves au deuxième tour, tu as Winfield, tu as quelques autres joueurs aussi intéressants, mais tu as Winfield qui est là. Est-ce que vous le prenez? Est-ce que vous pensez que justement son combine a montré que c'est vraiment un solide, il est solide pour un troisième safety? Moi, je le prends parce que déjà, s'il avait le physique de Delpit et de McKinney, il serait, je pense, ça fait l'unanimité ici, le meilleur safety. Techniquement, il est incroyable. Enfin, il est incroyable. Là, sur les exercices, il a été très fort. Son seul problème, encore une fois, bah, c'est son physique. Il est un petit peu petit. Je crois qu'il fait 1m75 pour, je vous dis ça tout de suite, 1m75 pour 90 kilos. C'est bien moins que Delpit et McKinney. Alors, je me fais aucun souci pour lui niveau technique, coverage, même au plaquage. La seule question, c'est est-ce que physiquement, il va réussir à tenir, ou du moins à être un gros compétiteur face à des receveurs solides en NFL comme on en connaît beaucoup. Ah, je pense que c'est vraiment un mec, tu vois, qui a un ball hawk. C'est vraiment un playmaker qui va te faire des interceptions dans la saison. Je pense qu'il peut compenser un peu avec ça, avec sa capacité à bien lire le jeu. Et honnêtement, après lui, il reste vraiment Ashton Davis à prendre assez rapidement. Mais il est au deuxième tour. Enfin, c'est pas je me jette dessus, mais j'y réfléchis très, très, très fortement à le prendre. Et on va passer au troisième DB dans le top, qui est bien sûr le meilleur DB de cette draft, Jeffrey Okudah, qui nous vient d'Ohio State, comme je le disais précédemment. Pour vous, Okudah, voilà, sans trop forcer, parce qu'il n'a pas trop forcé non plus, mais a vraiment bien prouvé. D'ailleurs, on a vu son jeu, son jeu de pied, c'est incroyable, a vraiment prouvé que voilà, c'est quasiment un top 5 de draft, quoi. Ouais, vraiment son jeu de pied, son jeu de pied, sa quickness, et c'est tout petit pas, c'est limite de la poésie. Enfin, allez voir cette vidéo, elle tourne sur Twitter et
Même vous mettez Jeffrey Okudah Combine, vous allez trouver d'abord son 40 yards, puisqu'il a plutôt bien couru d'ailleurs. Et ensuite, ce jeu de pied qui est de la poésie, et ça lui vaut vraiment il a un talent de top 5, et son combine a backup le talent en soi, il a validé le talent de top 5, donc pour moi, c'est un des gagnants du combine. Okuda, qu'on voit pas partir qu'on voit pas partir après la 5e place. On en parle beaucoup sur le 3e choix, celui des Detroit Lions. Avant de passer au flop, juste une petite mention quand même au safety Kyle Duggar qui arrive de Division 2 en NCAA, donc de très très loin, qui arrive c'est un community college d'ailleurs de Lenoir-Rhyne. Qui a vraiment aussi fait un très bon combine, qui est toujours quasiment dans tous les top 5 de chaque exercice. Juste une petite mention pour lui, et qui sera sûrement drafté assez haut, c'est-à-dire début de 2e tour, probablement, parce que lui, il ne faut pas l'oublier aussi, on a parlé d'Ashton Davis, mais il y a Kyle Duggar, qui pourrait vraiment être une très bonne affaire. Du coup, moi, je vais répondre à ça. Et Kyle Duggar, pour moi, c'est un peu je vais faire une comparaison qui n'est pas réellement faisable, mais je vais la faire quand même. C'est un peu le Nasir Adderley de cette draft. Nasir Adderley qui est safety chez les Los Angeles Chargers et qui a été drafté l'année dernière de Delaware. Du coup, Delaware, c'est un programme qui est pas sur le devant de la scène, qui est vraiment une division inférieure. Et pour moi, c'est pareil pour Drugger qui va un peu faire le même chemin, 2e tour, parce qu'en fait, il est bon et c'est un très bon safety. Et c'est un peu le Nasir Adderley de cette draft-là. Il y en a toujours un de division inférieure ou d'une équipe vraiment moins connue. Et je pense qu'il produira bien, un peu à l'image de Nasir Adderley, puisqu'il est pas mal, ce petit safety. Et ça sera sûrement une bonne occasion pour une équipe NFL. Après, il y a toujours cette crainte qu'un joueur qui arrive de Division 2 ait du mal à trouver sa place dans la ligue, quoi, tout simplement. Ça reste toujours un pari, mais c'est vrai que pour ce qu'il a montré et ce qu'il a montré en universitaire, c'est vraiment un joueur intéressant, c'est vraiment un joueur qui mérite d'être suivi, et on verra bien. Et comme tu le dis, il y a un très bon rapport avec Nasir Adderley, qui est à Delaware à l'université aussi de Joe Flacco, mais après on va pas citer 40 joueurs qui sortent de Delaware. Moi, pour l'avoir vu en plus de mes yeux, cette université, je peux te dire qu'elle est petite pour une université d'État. Et le rapport est très bien trouvé en tout cas. Et on verra pour Duggar ce que ça donne. Mais après, voilà, un joueur de Division 2, nous, on a Deontay Harris chez les Saints, qui est arrivé de Division 2 aussi, et qui s'est très très bien fondu, qui a été Pro Bowler en Special Teams. Donc voilà, à voir, pourquoi pas. C'est un pari, c'est un bon pari, mais ça reste un pari. On va passer au flop. Et au flop, ça sera Cameron Densler de Mississippi State, toujours les amis de Valentin Dolmis. Densler qui a vraiment... qui est attendu comme étant un bon cornerback, un cornerback décent à développer, et finalement qui s'est pas montré, qui était assez lent, qui avait pas beaucoup de puissance, alors qu'il a une belle taille, voilà. Sincèrement, je pense qu'il a reculé, alors que ça aurait pu être un 2e tour assez facilement, et il y a pas mal d'équipes qui sont en recherche de 2e ou 3e corner. Et là, Densler, en tout cas, ne s'est pas mis en évidence, contrairement à d'autres joueurs qui avaient plus à y gagner et qui sont montés justement dans des mocks sur le début du 2e tour quasiment, alors que voilà, c'était des joueurs qu'on retrouvait avant en fin de 2e, début de 3e, et Densler, lui, qui a fait le chemin inverse. Ouais, donc moi, pour l'avoir vu jouer, j'ai jamais trop compris pourquoi on le plaçait aussi haut. Et effectivement, je pense qu'il a perdu quelques places et qu'il y a peut-être 2-3 cornerbacks qui vont lui passer devant. Augustin Robin, C'est un bon, petit avis j'ai sur fini là. Densler. Ouais. Un petit avis sur Densler, Augustin Robin. Non, Non, je franchement, pense qu'il a tout j'ai dit. aucune idée. Pardon. Vas-y, je laisse la parole à Robin. Non, moi, je pense qu'il a tout dit, justement. C'est un gars un peu moins connu, et si lui l'a vu plus que nous on a vu, j'écoute son analyse. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a certains postes, donc les postes de DB, les postes de linebacker,
il n'y a pas eu d'énormes flops, c'est-à-dire d'énormes déceptions. Voilà, on attendait des joueurs à un certain niveau selon leur projection de base et ça n'a pas trop déçu dans les deux sens. C'était quand même pas forcément le plus facile au monde à trouver des flops sur ces postes-là. Généralement, les joueurs défensifs, les bons joueurs défensifs n'ont quand même pas déçu lors de ce combine et ça, c'est important à souligner, contrairement à certains joueurs offensifs. Et c'est J'ai pour ça été globalement assez surpris quand même, moi, de la part des cornerbacks, surtout. Des safety un peu moins, je m'y attendais, mais les cornerbacks m'ont plutôt agréablement surpris. Je les attendais pas aussi bons sur des ateliers physiques comme au combine. Je sais pas pour vous, mais c'est là où on sent quand même que c'est un poste qui a beaucoup évolué dans le football. Euh, et avant, vous avez carrément passé des receveurs cornerback, ça existe toujours bien sûr, mais c'est un poste qui a vraiment évolué et, où il y a, la technique s'est façonnée d'année en année et puis aussi le physique. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être maigre et courir, être super rapide et ressembler à une baguette pour être corner. Au contraire, on peut être très physique, très solide et ça, c'est important à noter. Et puis même pareil pour le poste de safety, on voit hein, il y a de plus en plus de joueurs qui se développent alors qu'ils sont. Voilà, on parlait de Winfield, mais il y a pas mal de joueurs quand même qui sont pas très grands, alors qu'avant on pensait que les safety ça devait être réservé qu'aux grands. Et ce sont des postes qui sont quand même qui ont changé au fur et à mesure des années. Et le football change, on le sait, tous les sports changent de toute manière, évoluent. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec beaucoup plus de joueurs physiques et beaucoup plus de joueurs prêts dans toutes les situations, que ce soit en vitesse, que ce soit en percussion. C'est intéressant à voir et c'est intéressant aussi, du coup, de voir l'évolution du combine d'année en année. Bah, après, moi, j'aurais te dire aussi, bon, ça a toujours été le cas, mais on est un peu dans l'ère où le physique, je vais pas dire prime, mais prendre de plus en plus d'importance. Alors, bon, je reviens à ce que tu disais au début. Sur la fin, j'ai vraiment pas trop d'avis. Du coup, voilà, on a terminé les tops et les flops. Défensif, on a fait les offensifs hier, je vous le rappelle, donc vous pouvez toujours écouter l'épisode précédent. On va rapidement passer, avant de terminer, au nom de chaque joueur. Voilà, chaque joueur qui a réalisé la meilleure performance dans chaque domaine, dans chaque exercice. Et c'est notre ami Augustin de Notre-Dame qui va nous présenter chacun de ces joueurs pour chacun de ces exercices. Désolé de me répéter sur le mot chacun, mais c'est chacun sa peau. Voilà, donc petite liste exhaustive, enfin non exhaustive du coup. Sur le 40 yards, c'est Henry Ruggs qui a fait la meilleure performance avec 4 secondes et 27 centièmes. Au bench press, donc au développé couché sur donc du 100 kg à peu près, c'est Nathan Mouti, le O-line de Fresno State, avec 44 reps. Nathan Euh, Mouti, dont tu nous avais parlé sur la mock draft à un moment. oui, j'avais pris avec les Packers avant de me faire incendier par Val, fan des Packers. Et c'est ce que j'avais dit, c'était une bête physique. Après, si, s'il fallait être juste une bête physique pour être O-line, ça se saurait. Mais bon, voilà, il a prouvé que c'est 44 répétitions. Au saut vertical, donc la détente verticale, c'est le receveur de Michigan, Donovan People-Jones, avec 113 cm. Donc c'est plus que de loin que tous les athlètes qui ont fait cet exercice. Il a aussi été le meilleur au saut en longueur sans élan, avec 353 cm. Au frequent drill, c'est Denzel Mims avec 6 secondes et 66 centièmes. Et au 20 yards shuttle, c'est John Reed, le cornerback de Penn State, avec 3 secondes et 97 centièmes. Très bien, et ben, je te remercie pour toutes ces présentations et tous ces résultats. Voilà, le chapitre sur le combine, pardonnez-moi, est clos. Justement, le prochain chapitre qui s'ouvre réellement, c'est la draft. Tout ce qui va se produire avant est quand même la free agency, donc qui va être très décisif dans les choix des équipes pour la draft et puis aussi dans les trades qui s'y dérouleront. Nous, voilà, on a terminé. Juste pour vous dire rapidement, on a ouvert une page Facebook, The Trick Play, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Hein. Vous aurez toutes les infos dessus, comme sur le compte Twitter. Voilà, n'hésitez pas à suivre, toujours, partager, commenter. Nous, on est là pour échanger avec vous sans aucun problème.
Pareil, nos messages privés sont ouverts sur Twitter, donc n'hésitez pas, vraiment. On vous invite encore une fois à aller voir les publications d'Actu Football américain, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et nos tops qu'on a mis via la collaboration qu'on a fait avec eux. Donc, on vous invite à aller les suivre. Et sur ce, on vous dit bonne nuit, bonne soirée, bonne fin de journée. Ça dépend encore une fois à quel moment vous nous écoutez. Il n'y a pas d'heure de toute manière. Et on vous remercie toujours pour les écoutes, toujours pour le soutien que vous nous démontrez assez régulièrement. Et ça fait vraiment plaisir. On se fait plaisir ensemble et c'est cool, quoi. On vous souhaite, comme je vous ai dit, une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Salut les gars, et salut à vous aussi. Salut à toi Robin, salut à toi Augustin, et salut à toi Valentin. Salut. Salut tout le monde.